Ces hommes n'ont ni visage, ni nom. Pour certains, pas même d'existence officielle. Ils ont une culture du silence. Pourtant, ces derniers mois, leurs opérations ont fait la une de l'actualité. This is breaking news. President Trump says the U.S. carried out large-scale strikes on Venezuela overnight. En janvier, la capture du président Nicolás Maduro, en plein cœur de Caracas, c'est eux. En avril, le sauvetage d'un pilote américain en Iran, encore eux. On les appelle uniquement pour les missions les plus critiques, celles qui comptent le plus pour les États-Unis. Certaines de ces missions sont même entrées dans la légende. Le raid contre Ben Laden, c'est ce qu'on a fait de mieux. Qui sont ces hommes, entraînés pour accomplir l'impossible? Ce sont des tueurs capables de faire ce que personne d'autre ne peut faire. Enquête sur les combattants de l'ombre de l'armée américaine. Depuis les profondeurs de la mer du Japon, un sous-marin américain à propulsion nucléaire progresse. Long de 200 mètres, le bâtiment file en silence vers sa destination, la côte orientale de la Corée du Nord. Au cœur de la nuit, il stoppe sa course à une vingtaine de kilomètres du rivage. À son bord, 8 Navy Seals de la Team 6, unité d'élite de l'armée américaine, prennent place dans 2 mini-submersibles. Sur la coque supérieure du sous-marin, un sas s'ouvre et libère le commando. Cette opération est l'une des plus risquées que les États-Unis aient menées depuis une décennie, même depuis plus de 20 ans. Matthew Cole est un journaliste indépendant américain. Avec son confrère Dave Phillips, il a révélé l'existence de cette mission dans un article publié par le New York Times en septembre 2025. Ce qu'ils y dévoilent n'aurait jamais dû être rendu public. Les Navy Seals ont toujours opéré avec le soutien d'un drone, ou mieux encore, de satellites, positionnés au-dessus de leur zone d'intervention. Mais là, il n'y a rien, car il est impossible de faire voler le moindre appareil au-dessus de la Corée du Nord sans alerter le régime. Une fois les Seals partis, c'est ce qu'on appelle le blackout des communications. Ils sont seuls. L'eau est si froide que les combinaisons ont une sorte de chauffage électrique pour maintenir les corps à température. Les voilà donc en pleine mer, à bord d'un engin minuscule de la taille d'une orque et qui avance pendant 1h30 dans l'obscurité la plus totale. Leur ultime protection, des navires de l'US Navy positionnés bien plus au large, avec à leur bord des forces spéciales mobilisables seulement en cas d'extrême urgence. Un dispositif inédit pour une mission à très haut risque, s'infiltrer et espionner le dirigeant du pays le plus fermé au monde. Sept mois plus tôt, Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un se sont rencontrés lors d'un sommet historique à Singapour. Un rapprochement diplomatique inédit afin de discuter du démantèlement du programme nucléaire militaire de Pyongyang. À l'issue de ce premier round de négociations, une nouvelle rencontre est prévue 8 mois plus tard, en février 2019, à Hanoï au Vietnam. La Corée du Nord est le pays le plus inaccessible au monde pour les services de renseignement américains. Son système de communication est rudimentaire et hermétiquement fermé. C'est 1 000 000 « 1 000 000 »
L'objectif, avant le sommet de Hanoï, est de pouvoir intercepter les discussions entre Kim Jong-un et son commandement. Et à ce moment-là, le renseignement américain a découvert une vulnérabilité dans le système de télécommunication nord-coréen. Alors, ils ont mis au point un appareil d'écoute. Cet appareil est une opportunité incroyable. Il leur permettrait d'avoir une vision stratégique sur les négociations en cours, mais aussi à plus long terme, pour comprendre ce que Kim Jong-un pense et quelle est la stratégie de son état-major. Ce dispositif inédit est proposé à la Maison-Blanche, mais avec une contrainte de taille. Pour qu'il fonctionne, il faut l'installer sur le sol nord-coréen, ce qui implique de s'y introduire clandestinement. Donald Trump donne son feu vert, mais rien ne va se passer comme prévu. Après 1h30 de navigation, le premier submersible atteint son point de stationnement à une centaine de mètres des côtes et se pose sur le fond marin. Le pilote du second appareil dépasse la zone d'arrêt, l'obligeant à faire demi-tour pour se diriger vers le point de rendez-vous initial et se positionne alors dans le mauvais sens. Une erreur, en apparence sans gravité, mais qui va avoir un impact décisif sur le reste de la mission. Les SEALs ouvrent alors les trappes des mini-submersibles et s'en extraient. Ils sont équipés de leur matériel de plongée et de leurs masques respiratoires. Ils s'élancent alors sur la centaine de mètres qui les séparent du rivage. Ils progressent juste sous la surface de l'eau. Régulièrement, l'un sort la tête de l'eau et scrute l'horizon à l'œil nu pour vérifier qu'ils n'ont pas été repérés, avant de replonger et de reprendre leur progression. Après une dizaine de minutes de nage, le groupe de Navy SEALs émerge. Ils s'avancent, prudemment, sur la côte déserte. Ils sont désormais à découvert, en territoire extrêmement hostile. À ce moment-là, l'un des membres de l'équipe scrute l'horizon et il aperçoit une embarcation. À son bord, plusieurs silhouettes, dont une qui tient une lampe torche et qui balaye la surface de l'eau avec. Au même instant, les pilotes des mini-submersibles, sans aucun contact avec le commando sur la rive, manœuvrent le second appareil mal positionné, ignorant tout du danger juste au-dessus d'eux. Dans la baie où ils sont, l'eau est peu profonde. En manœuvrant pour faire demi-tour, les moteurs des mini-sous-marins créent du remous. Les pilotes ont aussi laissé une trappe ouverte, laissant s'échapper de la lumière émise par les écrans. Le commando retient son souffle. Mais tout bascule quand l'un des passagers du bateau plonge soudainement dans l'eau. À ce moment-là, le chef du commando croit qu'il s'agit de militaires ou de gardes-côtes nord-coréens et que le mini-sous-marin est repéré. Il décide alors d'ouvrir le feu sur les personnes à bord. Et alors, les autres SEALs tirent eux aussi sur l'embarcation.
L'une des règles de la mission était claire. Au moindre témoin, la mission doit être abandonnée. L'urgence à ce moment-là, c'est de savoir s'il y a une radio à bord qui a pu alerter d'éventuels renforts. Et là, alors, le commando a un problème. Il retourne à l'eau et nage jusqu'au bateau pour voir s'il y a des survivants. À bord, il découvre 2 cadavres sans armes. Il repêche aussi le corps sans vie du plongeur. Aucune radio n'est retrouvée, ce sont de simples pêcheurs. Les SEALs ont ensuite dû se débarrasser des corps. Selon les informations que nous avons eues, ils leur ont percé les poumons pour en extraire l'air et pouvoir les couler au fond de la baie. Une seule priorité désormais, quitter la zone au plus vite. Le commando nage vers les 2 véhicules et émet un signal de détresse au sous-marin principal. Croyant à un danger imminent de capture, le bâtiment prend un risque considérable. Il manœuvre en eau peu profonde, près de la côte. Le commando le rejoint, sans être inquiété. Tous les Navy SEALs sont indemnes, mais la mission est un échec. Fin février 2019, quelques semaines seulement après cette opération d'espionnage, le sommet au Vietnam s'est tenu comme prévu. Mais les négociations n'ont pas abouti et le rapprochement diplomatique tant attendu n'a pas eu lieu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a eu aucune discussion à ce sujet entre Kim Jong-un et le président Trump à Hanoï lors du sommet. À partir de là, le gouvernement américain, comme tout le monde, ne peut que spéculer. Les Nord-Coréens étaient-ils au courant et ont-ils agi en conséquence? Nous n'en savons rien. Suite aux révélations de Matthew Cole, Donald Trump a été interrogé à ce sujet quelques jours seulement après la publication de l'article dans le New York Times. Un article a été publié concernant un incident impliquant les Navy SEALs en 2019 en Corée du Nord. Pouvez-vous nous dire si votre administration a pris contact avec la Corée à ce sujet? Pouvez-vous confirmer que ça a bien eu lieu? C'est faux. Ce que le président Trump déteste par-dessus tout, c'est d'être un loser. Si une mission est un échec, il a le sentiment que ça fait de lui un perdant. Il refuse donc toute association et le moindre lien avec. Mais je peux vous assurer que c'est faux. Issue de la Navy, la marine américaine, la SEAL Team 6 ne recrute que les meilleurs éléments. Une unité d'élite au sein de l'élite, surentraînée, et à qui l'on confie les missions les plus périlleuses. C'est cette unité qui a accompli ce que beaucoup considèrent encore aujourd'hui comme l'une des plus grandes réussites de l'armée américaine. Un raid qui pourtant, lui aussi, a bien failli tourner au désastre. L'un des chapitres les plus importants de ma vie, qui a façonné qui je suis aujourd'hui, a commencé ici. Ce que j'ai fait à Abbottabad au Pakistan a aidé des centaines de familles à faire leur deuil. Je m'appelle Robert O'Neill, j'ai été Navy SEAL pendant presque 17 ans. Je suis le dernier à avoir vu Ben Laden vivant sur ses 2 jambes. Je lui ai tiré 3 balles dans la tête. Le 11 septembre 2001, l'Amérique est frappée en plein cœur. Avec près de 3000 morts, dont l'énorme majorité à New York, c'est l'attentat terroriste le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis.
Sur les cendres encore fumantes du World Trade Center, le président américain George W. Bush promet que justice sera faite. I can hear you, the rest of the world hears you, and the people who knock these buildings down will hear all of us soon. Les auteurs de l'attentat sont tous membres d'Al-Qaïda, une organisation terroriste islamiste fondée par un milliardaire saoudien, Oussama Ben Laden. Les États-Unis lancent alors une chasse à l'homme dans les zones montagneuses d'Afghanistan où le terroriste s'est réfugié. Ben Laden était très habile pour se cacher dans les régions montagneuses, se déplaçant sans cesse. Parfois, les services de renseignement obtenaient des informations sur sa position ou ses déplacements. Mais à chaque tentative pour le capturer ou l'éliminer, il avait déjà disparu. Pendant plus de 7 ans, et malgré des moyens considérables, Ben Laden échappe à la première puissance militaire mondiale. Oussama Ben Laden était devenu un fantôme. Honnêtement, je pensais qu'on ne le retrouverait jamais. En 2008, Barack Obama devient président. Et pour lui aussi, la capture du chef d'Al-Qaïda est une priorité. Il met la pression sur Léon Panetta, le nouveau directeur de la CIA. Thank you, Mr. President-elect. L'agence se replonge alors dans des années d'archives, à la recherche de pistes inexploitées. Au final, c'est son réseau de messagers qui a permis à la CIA de le retrouver. Et de cette masse d'informations qui s'était accumulée au fil des années, grâce à chaque interrogatoire de détenus, un nom est ressorti. Abu al-Kuwaiti, c'est ainsi qu'il se faisait appeler. Après des mois de recherche, la CIA remonte sa piste jusqu'au Pakistan et place alors son téléphone sur écoute. Lors d'une conversation téléphonique, quelqu'un lui a demandé « Que fais-tu en ce moment? Avec qui es-tu » Et il a répondu « Avec la même personne qu'avant ». La CIA en a déduit qu'il travaillait probablement toujours pour Ben Laden. Ils l'ont donc suivi après cet appel. Et où est-il allé? Il s'est rendu à Abbottabad. Abbottabad est une ville paisible et aisée du nord du Pakistan. Et c'est surtout le siège de la plus grande académie militaire du pays. Le messager réside dans une maison en périphérie de la ville. La résidence est alors placée sous surveillance constante. Il s'agissait d'un vaste complexe entièrement entouré d'un mur. Il y avait plusieurs éléments étranges. Outre le fait que les enfants et les personnes vivant dans l'enceinte ne sortaient pas, ils avaient même pris la précaution de brûler tous leurs déchets dans l'enceinte. Tout semblait indiquer que quelqu'un s'y cachait, déterminé à ne pas être découvert, ni par le voisinage, ni par les Pakistanais, ni par quiconque, comme les États-Unis, observant depuis les airs. Aucune preuve formelle de la présence de Ben Laden, mais la piste est prometteuse, et c'est surtout la seule depuis des années. Alors, dans le plus grand secret, plusieurs plans sont étudiés au Pentagone. Michel Flournoy était sous-secrétaire d'État à la Défense et faisait partie des rares personnes informées. La première option consistait à bombarder le complexe. Mais il est en pleine zone résidentielle avec des civils autour. Donc ce n'était pas une bonne option. Les renseignements avaient identifié une personne surnommée le Marcheur. Nous pensions qu'il s'agissait de Ben Laden. Il faisait les 100 pas à l'intérieur du complexe, à heure fixe.
Une autre option consistait donc à frapper cette personne avec un drone. Mais c'était un dispositif expérimental encore jamais utilisé, donc cela comportait un certain risque. La troisième option consistait à envoyer les forces spéciales dans le complexe pour idéalement capturer Ben Laden. Ces hommes n'étaient pas seulement extrêmement entraînés pour effectuer ce genre de raid, ils étaient également très expérimentés. L'amiral William McRaven, un ancien Navy SEALs, présente à Barack Obama les détails d'une opération au sol. Sans même attendre la décision présidentielle, la SEAL Team 6 de Robert O'Neill est mobilisée. Au début, ils nous ont seulement dit « nous avons trouvé une chose ». Et cette chose se trouve dans une maison. Cette maison est dans une cuvette au milieu de montagnes, et ces montagnes sont dans un pays. Vous allez entrer dans cette maison, trouver cette chose, puis nous la rapporter. Et ils ont ajouté « ce n'est pas un exercice ». Après nous avoir décrit la maison, ils nous ont conduits sur une base où l'extérieur était reproduit. Nous nous sommes entraînés là pendant une semaine jusqu'à connaître les lieux par cœur. Nous avons élaboré un plan, puis répété ce plan encore et encore, de jour comme de nuit. On l'a fait tellement de fois que j'ai eu une tendinite au poignet. Barack Obama opte pour le raid, mais décide de ne pas en avertir le Pakistan, un pays pourtant allié des Américains, dans la lutte contre le terrorisme. L'enjeu était si important pour les États-Unis que nous ne voulions pas prendre le risque d'une fuite en partageant l'information avec un partenaire. Nous allions donc agir seuls. Si les hélicoptères étaient détectés en entrant dans l'espace aérien pakistanais, ils risquaient d'être interceptés par l'armée de l'air du Pakistan ou abattus par des missiles sol-air. Il fallait donc trouver un moyen de passer inaperçu. On avait des hélicoptères expérimentaux utilisant des technologies furtives pour les rendre moins détectables, plus difficiles à repérer au radar. Quand on les a vus, on s'est dit « Ok, nos chances de survie viennent d'augmenter. On part en guerre avec des Transformers ». C'était un projet classé secret dont aucune photo n'existait. Même Obama ne le connaissait pas. Le 30 avril 2011, le président américain donne son feu vert. La mission peut commencer. On monte dans l'hélicoptère. On s'est tous préparés mentalement à mourir. Je grave chaque image dans ma tête. C'est mon dernier jour sur Terre. À 23h, heure locale, les deux Black Hawk furtifs décollent de la base de Jalalabad, en Afghanistan. Ça fait au moins 10 ans que je travaille avec tous ces gars. Je les regardais, je voulais savoir comment ils géraient le stress. Un gars écoutait de la musique et s'est endormi. Je me suis dit, tu t'endors sur le trajet vers la maison de Ben Laden? T'as un sacré sang-froid. Je comprends pourquoi les femmes te trouvent séduisant. Moi, je comptais de 0 à 1000, puis de 1000 à 0. Je suis avec mes frères d'armes et moi, je compte. 5, 5, 6, 5, 5, 7. Je regarde les gars, je plaisante avec eux dans ma tête et je me dis, ça c'est une équipe, c'est mon équipe et on va buter ce mec. Les deux hélicoptères furtifs franchissent la frontière pakistanaise. À partir de cet instant, c'est silence radio. Pendant 1h30, ils volent en rase-motte, slalomant entre les reliefs pour échapper au radar pakistanais. À la Maison-Blanche, dans la salle de crise au sous-sol, le vice-président, le secrétaire d'État, les hauts responsables militaires, la CIA et le président regardent tous l'opération en temps réel. La vidéo est filmée depuis un drone Predator à haute altitude. Tout le monde était un peu nerveux, un peu anxieux, mais aussi très concentré, parce que cela faisait des mois et des mois que nous préparions cette opération, et nous y étions enfin. La porte s'est ouverte 2 minutes avant. Je vois le terrain de golf, les lignes électriques comme sur les cartes. C'est là que ça a mal tourné. Alors que le premier hélicoptère descendait au-dessus des murs de l'enceinte, de hauts murs de béton,
il y a eu un problème de portance, car ces murs bloquaient le flux d'air, ce qui a fait perdre le contrôle de l'appareil au pilote, et il s'est écrasé à l'intérieur de l'enceinte. Il y a eu un silence. Je pense que tous les visages se sont décomposés. C'était vraiment « oh non, c'est terrible ». Cette photo a été prise juste après le crash. On peut voir la profonde inquiétude sur tous les visages, comme pour dire « Mon Dieu, c'est plus compliqué que prévu ». Le président Obama m'a confié que ce furent les minutes les plus longues de sa vie, dans l'attente de la confirmation de McRaven que tout allait bien. McRaven décrivait l'opération en direct, expliquant au fur et à mesure chaque action. Quand l'hélicoptère s'est crashé, il a dit très calmement « Bien, nous avions prévu ce cas de figure ». Et dès que les hommes ont dit « Tout le monde va bien, l'opération se poursuit », on s'est dit « Ok, ils savent ce qu'ils font ». Et c'était reparti. L'autre équipe devait descendre en rappel depuis l'hélicoptère sur le toit de la maison. Alors plutôt que de se positionner au-dessus du complexe et de risquer un nouvel accident, le second Black Hawk a atterri à l'extérieur du complexe. Je ne sais pas pour le crash. Le pilote, lui, l'a vu et il s'est dit « Ils n'ont pas pu, alors moi non plus ». Il a atterri et nous a dit de sortir. Le plan change tout le temps au combat. On est là, mais ça craint. Je suis dehors, devant la maison d'Oussama Ben Laden. Il y a un mur de 6 mètres de haut. Je sais qu'il y a une porte plus loin. On va essayer de la faire péter et d'entrer par une brèche. On est allé vers le coin nord et on a placé une grosse charge. Ça a explosé, ça s'est ouvert comme une boîte de conserve. Mais il y avait encore un mur derrière. On n'a jamais vu ça. C'est hyper sécurisé. Pour nous, il est là. La tension monte encore. Le temps est compté. Nous attendons que le commando parvienne à entrer dans la maison. Je contacte le sniper. Brèche ratée, coin nord-est, on va faire sauter le portail. Ils ont dit non, ne le faites pas sauter, on va l'ouvrir. Les deux équipes se rejoignent et progressent à l'intérieur du complexe. Au sol, un premier corps, celui du messager, abattu quelques instants plus tôt. Quand je suis entré, la première équipe était déjà en action. Il y avait une fusillade en cours dans la maison. La tête de colonne est face à un couple qui dormait au premier niveau. C'est le frère du messager et sa femme. Les deux sont éliminés. Un des hommes s'occupait d'une porte fermée. Il a mis des explosifs. Et puis boum, on y va. On est entré dans la cage d'escalier. Je pouvais voir les gars devant moi. Les renseignements avaient dit « Vous trouverez Khalid, le fils de Ben Laden, à cet endroit ». Ils avaient raison, il était là. La tête de colonne l'a piégé et lui a dit « Viens ici », en ourdou et en arabe. Donc on l'a tué dans l'escalier, puis on est monté au deuxième étage. Le second niveau abrite plusieurs femmes et une dizaine d'enfants. Le commando les disperse et fouille l'étage. On pensait tous que la maison était piégée et que Ben Laden n'hésiterait pas à faire de sa famille des martyrs. Aucun explosif n'est retrouvé, mais surtout, toujours aucune trace de Ben Laden. Il reste un dernier étage à fouiller. Robert O'Neill et un autre SEALs décident de monter à deux. Il ne sait pas que c'est moi derrière lui, il sait juste que c'est l'un des siens. À ce moment-là, j'ai peur. Je me dis, bon, je vais enfin savoir ce que ça fait d'entrer dans la même pièce qu'un kamikaze. J'ai arrêté de réfléchir. On a continué. Il est monté, il y avait un rideau, il l'a écarté et a vu deux femmes. Il s'est jeté sur elles. Oussama Ben Laden était devant moi. J'ai tiré 2 fois, puis encore une fois. Maintenant, on a un cadavre. Je l'ai tué. Les autres gars arrivent.
Un des gars m'a dit un truc du style « Tu viens de tuer Oussama Ben Laden, super, ta vie vient de changer. » Mais tout le monde s'en fout, retourne bosser. La priorité est maintenant, confirmer l'identité de l'homme abattu. Un test ADN est effectué, des photos sont également prises. Le commando annonce alors que la cible a été neutralisée. Forgotten Country Geronimo, EKIA. On transmet le code Geronimo, ce qui signifie « Je suis avec Ben Laden, c'est lui ». Ensuite, EKIA, pour ennemi tué au combat, pour Dieu et la patrie, Geronimo. McRaven a donné le code Geronimo. Juste après, nous avons reçu une photo du visage de Ben Laden. C'était clairement lui. Il n'y a pas eu d'applaudissements. Certains ont dit « Dieu merci ». C'était un moment très solennel et aussi un énorme soulagement. Mais à ce moment-là, nous avons encore nos hommes sur place. Après la mort de Ben Laden, ils ont fouillé la maison. Il y a des dossiers, des ordinateurs, des disques durs, des supports de stockage. Nous essayons de tout récupérer. Cela prend énormément de temps. Et à un moment donné, McRaven a dit « Maintenant, il faut conclure et sortir de là ». Le corps d'Oussama Ben Laden est placé dans une housse funéraire. Le commando quitte la maison avec son précieux colis, direction les hélicoptères. Ils ont dû aussi détruire le Black Hawk furtif qui s'est crashé, car ils ne voulaient pas que quiconque ait connaissance de cette technologie. À l'aide d'une grenade qui génère une chaleur intense et fait fondre le métal, il est réduit en cendres sur place. Il reste le vol retour de 90 minutes. Il faut tenir, on peut encore se faire descendre. Donc j'ai lancé un chrono et je me suis remis à compter. À un moment, le pilote nous dit « Messieurs, pour la première fois, vous allez être heureux d'entendre ça. Bienvenue en Afghanistan. » Ben Rhodes rédigeait tous les discours d'Obama. Il devait donc préparer ce que le président prononcerait. Et il a délibérément retardé la rédaction du discours de réussite, car il ne voulait pas porter malheur à la mission. Le président Obama reprenait encore et encore son discours. Il retravaillait les formulations, changeait certains mots pour trouver le bon ton. Il ne voulait pas être triomphaliste et que ce soit une démonstration de force arrogante. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Justice has been done. Il a pris un risque. Il n'était pas sûr à 100% qu'il s'agissait de Ben Laden. Il fallait prendre les devants, parler à la télévision pour expliquer clairement aux gens ce qui s'était passé. L'identification définitive n'arrivera que 24 heures plus tard, grâce au test ADN positif. Mais en ce soir du 1er mai, la confirmation de l'identité s'est jouée sur la morphologie. L'une des données dont on disposait sur Ben Laden concernait précisément sa taille. Et McRaven a demandé un mètre pour qu'il puisse mesurer l'homme abattu, mais personne n'en avait. Il a demandé à un des SEALs de s'allonger à côté de Ben Laden pour comparer la taille. Nous savions que Ben Laden mesurait entre 1,93 m et 1,96 m. Et ça correspondait. Le président Obama a fait une blague à McRaven après coup. Il a dit « Vous pouvez faire exploser un hélico à plus de 100 millions de dollars, mais vous ne pouvez pas vous offrir un mètre à 99 cents ?» Quelque temps après, le président Obama a remis une récompense à McRaven. Il s'agissait d'un mètre encadré. Je m'appelle Louis Saillant, je suis ancien officier des forces spéciales françaises. Je travaillais pendant 14 ans dans les armées françaises. Ben Laden, c'est un raid de référence. Quand vous arrivez en unité, vous avez l'histoire de votre unité, mais vous n'avez pas celle des autres.
Donc en fait, quand elles sont publiques, elles deviennent automatiquement des références parce qu'on peut se nourrir un peu de ce qu'ils ont fait de manière exacte et facile et gratuite. Ce genre d'opération éclair est la priorité des forces d'opération spéciales américaines depuis 1980, lorsqu'elles ont tenté de secourir les otages en Iran. Il a fallu près de 3 heures ce matin à la centaine d'étudiants roménistes pour se rendre maître de l'ambassade défendue par quelques Marines. 30 Américains au total et 19 employés iraniens de l'ambassade ont été faits prisonniers par les manifestants. En novembre 1979, pour sauver les otages américains, les États-Unis déclenchent l'opération Eagle Claw. Mal préparée, la mission vire au désastre. Voici les restes du rotor d'un des hélicoptères qui a participé à l'opération de sauvetage. Avant même la tentative de sauvetage, 8 militaires américains périssent dans la collision entre un hélicoptère et un avion ravitailleur sur la base de Desert One en Iran. Une humiliation pour les États-Unis, qui ne disposent alors d'aucune force spécialisée dans ce type de mission. L'état-major réagit et crée de nouvelles unités entraînées spécialement pour ce type de raid, dont la SEAL Team 6 de Robert O'Neill. Dans les années 60, il y avait le SEAL Team 1 et 2, puis le 6 a été créé en 1980, après Desert One. C'était pour berner les soviétiques qui verraient les SEAL Team 1, 2 et 6 et se demanderaient où sont les 3, 4 et 5. La Team 6, comme on la surnomme désormais, se spécialise dans les opérations coup de poing. La mission des Navy SEALs, c'est d'atterrir juste à côté, d'entrer, de tuer les gens dans cette pièce, puis de repartir. Ce n'est pas une force conçue pour rester sur place. Ce n'est pas une mission de 72 heures. C'est une mission de 30 minutes, 1 heure, pas de longue mission. Le mot SEAL, c'est un acronyme, Sea, Air, Land, donc pour dire qu'ils évoluent dans les 3 dimensions. En réalité, on ne sait pas tout faire bien. On avait fait des opérations avec les SEALs qui étaient assez intéressantes puisqu'ils avaient une approche qui était très différente de la nôtre. Ils s'appuyaient beaucoup sur la logistique et donc ça se ressentait notamment dans leur préparation où ils disaient que quoi qu'il advienne, on viendrait les chercher. Et donc, leurs équipements étaient souvent assez menus. Ils avaient moins de réserves que nous et ils partaient un peu, pas la fleur au fusil, mais presque. La Team 6 n'est pas sans défaut. Excès de confiance et surdépendance à la technologie. Au sein de l'armée américaine, une autre unité existe. Elle opère dans l'ombre et est considérée par beaucoup comme l'élite de l'élite. C'est la Delta Force. Si vous avez besoin qu'une mission réussisse sans égaux, vous pouvez prendre la Team 6 ou bien 10 niveaux plus haut avec la Delta Force. Les Delta, ils ont cette particularité-là, donc d'avoir une grande autonomie et d'avoir une chaîne de commandement qui est très courte. Ce qui leur permet en fait d'aller très vite. Ils ont notamment un aspect peut-être pas complètement clandestin, mais semi-clandestin, qui leur permet de voyager plus facilement. Ils apprennent à rentrer dans les pays de manière clandestine, d'être parachutés par exemple d'avions civils. Qui sont les Delta Force? Nous ne savons pas. Vous savez à quoi ressemble un Navy SEAL, vous savez, un grand type musclé avec une barbe et un petit short. Mais les gars de la Delta Force, ce sont d'anciens des forces spéciales. Seuls les meilleurs parmi les meilleurs sont recrutés. 1% des candidats entrent dans la Delta Force. Leur fait d'armes le plus emblématique reste l'opération Kayla Mueller, du nom de cette humanitaire américaine enlevée par le chef de Daesh, devenue son esclave sexuelle, est morte en captivité en Syrie en 2015. Le raid qui porte son nom demeure entouré d'un épais secret. Très peu d'informations ont filtré, hormis celles livrées par le président américain lui-même. Hier soir, les États-Unis ont traduit en justice le chef terroriste le plus recherché au monde. Abu Bakr al-Baghdadi est mort. Le 27 octobre 2019, Donald Trump annonce la mort du chef de l'État islamique. La veille, le président américain avait donné son accord pour une opération contre le complexe où al-Baghdadi se réfugiait. Nous avions des informations sur le complexe. Nous savions qu'il y avait des tunnels, mais la plupart étaient des impasses.
Les forces spéciales américaines ont mené un raid nocturne dangereux et audacieux dans le nord-ouest de la Syrie. Elles ont accompli leur mission avec grande classe. J'ai pu suivre l'opération. Je ne peux pas dire comment, mais nous avions des images très nettes, comme si on regardait un film. Le soir du raid, 8 hélicoptères décollent de la base d'Erbil en Irak, direction Barisha, dans la province d'Idlib, en Syrie. C'était une mission top secrète. On a volé très très bas et très très vite. Il y avait une importante présence russe, une présence turque, ainsi qu'une présence syrienne. On ne leur a rien dit. Ils ne connaissaient pas la mission. Mais ils savaient juste qu'on allait survoler une zone où ils disposaient d'une puissance de feu importante. Après 1h10 de vol, les 50 Delta Force arrivent sur la zone. Le principal risque, c'est la mort. J'envoie un grand nombre de combattants exceptionnels, les meilleurs combattants au monde. En arrivant, nous avons essuyé des tirs isolés. Ces tirs ont été immédiatement neutralisés. Le groupe a été abattu depuis les hélicos. Le commando s'extrait des appareils. Il se retrouve face au complexe, ceinturé de hauts murs, dont les accès sont piégés. D'habitude, on passe par la porte. Si on est quelqu'un de normal, on dit « Toc, 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 je peux rentrer ?» En réalité, ils ont fait sauter un mur très épais pour s'introduire en seulement quelques secondes. Une fois que ça avait sauté, il y avait un beau grand trou. Ils se sont précipités à l'intérieur et ont pris tout le monde par surprise. Des combattants incroyablement brillants. Je ne peux pas imaginer qu'il puisse y avoir mieux. Et comme vous le savez, ce sont nos meilleurs hommes. Quand nous sommes entrés, ils ont été accueillis par un feu nourri. Je peux vous dire que ces gars-là, ils font du très bon boulot. Ils sont tellement courageux, tellement compétents. Beaucoup de terroristes ont été tués. Nous n'avons perdu personne. Pensez-y, c'est incroyable. Le reste s'est rendu. Ils sont sortis, ils ont été capturés et sont actuellement détenus. On n'était pas sûr à 100% que le tunnel soit sans issue. Il est possible qu'il y ait eu une issue de secours quelque part dont on ignorait l'existence. Le commando a agi très très vite. Les seules personnes encore présentes, c'était Baghdadi dans le tunnel. Il avait entraîné avec lui 2 de ses jeunes enfants. Il les a conduits vers une mort certaine. Il a atteint l'extrémité du tunnel alors que nos chiens le poursuivaient. Il a déclenché sa ceinture explosive, se tuant lui-même ainsi que ses enfants. Le complexe est ensuite rasé par plusieurs missiles. Les Delta Force ont rempli leur mission. Il est mort comme un chien. Il est mort comme un lâche. Le monde est désormais plus sûr. Que Dieu bénisse l'Amérique. 7 ans plus tard, de retour au pouvoir, Donald Trump multiplie le recours à ses unités d'élite. Ce qui s'opérait autrefois dans l'ombre est devenu sous sa présidence un véritable instrument de communication. Je pense qu'il ne faut pas utiliser ces forces pour des missions que d'autres peuvent accomplir. C'est une ressource extrêmement précieuse et il faut l'utiliser avec discernement. Voilà mon avis. Il ne faut pas en abuser. S'emparer d'un site stratégique, récupérer une cible en plein territoire ennemi, arrêter un chef d'État à des milliers de kilomètres de Washington, dans un monde où Donald Trump n'hésite plus à regarder bien au-delà de ses frontières, ces combattants de l'ombre sont devenus l'arme favorite de la Maison-Blanche.